L'audit CRO. Aujourd'hui, je vais vous montrer la méthode que j'utilise exactement pour analyser un site web et plus particulièrement une boutique e-commerce. Mais vous allez voir que cette méthode elle est universelle. Donc si vous avez un site de génération de leads, un SaaS, peu importe, elle s'applique aussi. D'ailleurs, sur les boutiques e-commerce, que vous faites 1000 € par mois, 10 000, 100 000, 1 million, peu importe, elle s'applique toujours cette méthode. Et plus on comprend un problème, plus c'est facile de les résoudre. Alors c'est parti. Pour cette vidéo, je vous ai créé un document avec tout ce que vous devez savoir sur l'audit CRO. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vais vous mettre un lien dans la description pour télécharger ce document et je le mettrai peut-être à jour si je vois d'autres éléments à rajouter dans le futur. Donc ce document, comment il se découpe? Premier point hyper important, forcément, c'est la méthodologie d'analyse. Donc ici, je vais vous détailler toute la méthodologie. Mais en plus de ça, c'est comment on utilise cette méthode d'analyse. Et donc pour ça, je vous ai mis des exemples concrets qu'on va voir progressivement dans cette vidéo. Enfin, pour clôturer ce document, il y a aussi deux frameworks qui sont super simples mais super importants pour moi, qui sont là pour maximiser l'utilité d'un audit, que je vais vous montrer et donc qui vont faire en sorte que chaque élément que vous allez découvrir dans un audit, il sera utilisé, il va concrètement améliorer votre site web. Alors pourquoi faire un audit ? Bon, déjà, je pense que le mot audit, c'est un terme un peu générique aujourd'hui, un terme un peu fourre-tout, c'est-à-dire qu'on peut à peu près appeler n'importe quoi un audit CRO, c'est-à-dire que je vous envoie un email avec 3 bullet points et une capture d'écran, on pourrait dire que c'est un audit. Bon, bien sûr, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin que ça. Et en fait, le but d'un audit, c'est le pourquoi. Pourquoi vos utilisateurs ne convertissent pas ? Pourquoi ils ne prennent pas les actions que vous voudriez qu'ils prennent sur votre site ? Que ce soit une conversion du style achat, ajout au panier, participation à un concours, remplir un formulaire, peu importe, une action de conversion. Et il y a plein de raisons possibles pour ça. Et l'idée, c'est pas de partir dans tous les sens et de tout essayer, mais c'est de comprendre ce qui se passe vraiment sur votre boutique et donc pas ce que vous voudriez qu'il se passe ou ce que vous pensez qu'il se passe, mais vraiment ce qu'il se passe vraiment. Et pour ça, il y a plein de choses qu'on peut faire et l'idée, c'est d'être structuré pour partir dans la bonne direction et être sûr qu'on ne fasse pas encore une fois n'importe quoi sur votre site internet. Bon, je pense que vous avez compris l'intérêt d'un audit. Maintenant, je pense qu'il y a pas mal d'audits qui sont assez inutiles. Bon, j'ai mis 90% ici, mais c'est peut-être pas autant que ça. Le problème d'un audit, c'est que je peux facilement vous donner plein d'éléments. Je peux vous donner 100 informations sur votre site. Est-ce que ces 100 informations, elles vont améliorer votre site ? J'en suis moins sûr. Et donc, le risque avec un audit, c'est que vous ayez un super rapport, peut-être joli, qui fasse 50, 100 pages, je sais pas, et puis en fait, dans 2 mois, il n'y a rien qui est changé. Et donc, je pense que là, ça fait que le travail est complètement inutile. Donc, c'est vraiment ce qu'on va éviter de faire aujourd'hui. En plus de la méthode, je vais essayer de faire en sorte que ce que je vous montre, ça soit super actionnable et vous puissiez avoir un avant et un après. Notre méthodologie, justement, donc voici en fait les 5 piliers qu'on utilise pour analyser un site web ou une boutique e-commerce. Ça, c'est exactement le process qu'on utilise. Maintenant, je l'ai un peu simplifié parce qu'en fait, je pourrais vous parler pendant des heures et des heures de notre méthode et je pourrais faire une vidéo super longue, mais je pense pas que vous allez la regarder. Donc forcément, j'ai simplifié ça un peu ici. On a donc 5 piliers. Les web analytics, les comportements utilisateurs, les études d'utilisabilité, c'est assez difficile à prononcer, et le VOC qui veut simplement dire Voice of Customers, ce que disent vos clients, ce que disent vos utilisateurs, c'est super important. Les benchmarks et l'analyse de la concurrence. Et enfin, l'évaluation heuristique. Ça veut simplement dire quelqu'un qui va revoir manuellement votre site et qui donne son opinion. Idéalement, un expert, c'est un peu plus pertinent. Et ça, on le fait sur l'expérience utilisateur et le copywriting. Le copywriting, si vous ne savez pas ce que ça veut simplement dire les textes qui sont sur votre site. Un élément important à préciser, c'est que on a différents piliers. Ils sont super importants les uns les autres. On peut aussi les combiner ensemble et c'est comme ça qu'on a des insights encore plus intéressants. Ici, vous avez tout à gauche les données un peu plus quantitatives, donc sur la quantité, et à droite, vous allez avoir les données un peu plus qualitatives sur la qualité de la donnée. Donc, un expert qui revoit votre site, ça va être plutôt de la qualité d'information plutôt que de la quantité. Pareil pour la concurrence, ici, on est plutôt sur du qualitatif que du quantitatif parce que vous allez avoir 3 à 5 concurrents, mais vous n'allez pas avoir leurs données. Donc, encore une fois, on est sur de la qualité et pas de la quantité. Revenons au premier pilier, qui est les Web Analytics. Donc ça, c'est en fait votre Google Analytics. Pour bien comprendre les Web Analytics, il y a 2 choses à savoir. C'est 1, les métriques, 2, les dimensions. Donc une métrique, c'est quoi ? C'est les pages vues, le taux de rebond, le taux d'ajout au panier, le taux d'achat, le temps sur la page. Donc tout ça, ce sont des métriques. La deuxième chose, c'est les dimensions. Donc les dimensions, c'est quoi ? C'est quelle page est vue,
c'est quel type d'appareil, c'est quel type de trafic, est-ce que c'est du Google, est-ce que c'est du Facebook, est-ce que c'est de l'organique, est-ce que c'est du payant. Vous avez plein de dimensions. Là, vous allez avoir vraiment deux variables qui sont hyper importantes et quand on les croise ensemble, vous allez pouvoir trouver des anomalies. Donc l'avantage, c'est que vous allez avoir un peu des repères et à certains endroits, ça va bloquer. Et donc ça permet vraiment ici les Web Analytics, c'est de trouver des anomalies. Pour moi, les Web Analytics, ça ne donne pas forcément les meilleures recommandations. Par contre, ça permet de faire trois choses hyper importantes. La première, je l'ai déjà dit, c'est de trouver des anomalies. La deuxième, c'est d'identifier des goulots d'étranglement. Donc sur votre site, vous allez avoir un parcours d'achat, un parcours utilisateur. Il y a des endroits où ça va plus bloquer que d'autres. Et donc ça, les Web Analytics, ça permet de trouver ça hyper facilement. Le dernier, c'est quantifier un problème. Donc on va pouvoir voir plus tard via d'autres facettes de cet audit, trouver d'autres problèmes. Et ça, certains problèmes sont plus gros que d'autres. Et donc les Web Analytics, ça permet de quantifier un problème, de savoir s'il est important ou s'il ne l'est pas. Concrètement, si vous avez une page avec 3 visiteurs, ça ne sert à rien d'aller l'améliorer si personne ne la voit. Deux exemples pour comprendre comment on utilise les Web Analytics. Le premier ici, c'est une anomalie. Donc on a pu voir dans le top des pages vues, des pages qui n'avaient vraiment pas de taux de conversion. Quand j'ai été voir ces pages-là, en fait, elles renvoyaient vers des erreurs 404. On a donc des pages super vues sur le site, mais qui n'ont aucune utilité. La conséquence, c'est qu'on perd du trafic, on va avoir du taux de rebond, et un impact aussi lié à ça, c'est qu'on va aussi avoir un impact SEO, c'est-à-dire qu'on va perdre du trafic en organique à la longue parce qu'on envoie un mauvais signal à Google. Heureusement ici, c'est un problème super facile à résoudre. On doit faire deux choses. La première, c'est de faire des redirections de ces pages vers des autres pages qui sont en termes de contexte, d'intention les mêmes. Donc ici, c'était des pages collection produits, c'est de renvoyer vers d'autres pages collection produits. Le deuxième, c'est de retirer ces pages. Il devait y avoir peut-être dans la navigation des URL cassées qui menaient vers ces pages-là. Il faut bien sûr les remplacer pour que ça ne se produise plus. Deuxième exemple, c'était un panier qui freine la conversion. Donc quand on a fait l'audit ici, on a pu voir dans les données que les taux de conversion étaient plus ou moins corrects aux étapes. Par contre, entre le passage du panier vers l'achat, on avait un gros gap. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce client avait un gros panier moyen. Souvent, les gros paniers moyens, on peut voir que le taux d'ajout panier est assez bas, mais par contre, une fois qu'on a un certain engagement, la conversion du panier vers l'achat est relativement bonne. En tout cas, ça l'est pour ce type de produit qu'on avait ici pour ce client. On a pu donc trouver un endroit ici où ça collait pas et on avait vraiment un taux d'abandon à cette étape qui était super haut et en plus, c'est une étape qui est vraiment décisive dans le parcours d'achat. La recommandation ici, c'était quoi? C'était d'améliorer l'étape du panier en revoyant la valeur perçue et aussi en améliorant la réassurance. Dernièrement, on a pu voir via une autre analyse que la hiérarchie de l'information n'était pas au top, donc on a fait en sorte que ça soit super clair pour l'utilisateur final. Point suivant, pilier suivant, les comportements utilisateurs et plutôt l'analyse des comportements utilisateurs. Ça, souvent, c'est deux choses. Le premier, c'est les cartes de chaleur. Les cartes de chaleur, c'est quoi? C'est une capture d'écran d'une page de votre site internet avec des éléments en couleur qui illustrent des clics ou des zones d'attention. Le deuxième que j'aime aussi particulièrement, c'est les enregistrements utilisateurs. Il y a des outils qui vous permettent de voir comment vos utilisateurs se comportent sur votre site, où ils cliquent, où ils s'arrêtent, où ils reviennent en arrière, etc. Et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça permet littéralement d'être derrière l'épaule de vos utilisateurs. On peut même aller plus loin, il y a même des outils aujourd'hui qui permettent de traquer les clics sur votre site et de montrer quel clic génère le plus de revenus et d'avoir une analyse qui est super complète. Je vais vous montrer une carte de chaleur tout de suite avec un exemple. Ici à droite, vous avez une carte de chaleur, donc vous pouvez voir les éléments en rouge, ce sont les éléments sur lesquels il y avait le plus d'attention. Donc s'il n'y a pas de couleur, ça veut dire que c'était des éléments pour lesquels les utilisateurs ne prêtaient pas forcément attention. Dans cet exemple, on a pu voir sur la page d'accueil qu'en fait, les utilisateurs s'intéressaient plus à la découverte produit plutôt qu'aux produits eux-mêmes. Donc vraiment, les utilisateurs, ils étaient plus intéressés par les éléments de navigation que aller voir les produits qui étaient directement mis en avant sur la page d'accueil. Le problème ici, en fait, c'est que sur la homepage, on faisait vraiment des push produits très forts et que c'était pas trop ce que l'utilisateur voulait faire. La conséquence ici, c'est qu'on avait vraiment une perte d'efficacité sur la page entre ce qu'on essayait d'optimiser et ce que l'utilisateur voulait vraiment. Les recommandations ici, donc augmenter le nombre d'entrées vers les pages catégories au lieu de plutôt mettre en avant les fiches produits individuelles. Et aussi structurer un peu mieux la navigation selon les besoins de l'utilisateur, donc en prenant cette recommandation en compte.
Et deuxième exemple, c'est au niveau d'une carte de chaleur, mais cette fois-ci sur le scroll, c'est qu'on a pu voir que 80% des interactions sur ce client, sur cette page, se faisaient avant la ligne de flottaison. On est sur une fiche produit et on peut voir que le client, l'utilisateur, il se concentrait sur tout ce qui se passait avant la ligne de flottaison. Donc perdait vraiment l'utilisateur après le bouton d'ajout au panier. On a plus d'informations ici sur le constat, mais l'idée c'est que le problème, les informations clés qui permettaient de comprendre le produit, elles étaient après la ligne de flottaison. La conséquence, c'est qu'au niveau du parcours d'achat, c'est que l'utilisateur ne voyait pas les éléments essentiels pour évaluer le produit et que la compréhension de tous les bénéfices, tout l'effort qu'on fait d'aller trouver les bénéfices produits, ils n'étaient même pas lus. Là, on crée quand même pas mal de friction au niveau de la conversion et on avait pour notre client ici plusieurs recommandations pour améliorer ça. La toute première recommandation, c'était de condenser l'info au-dessus de la ligne de flottaison. Donc vraiment les informations clés, il fallait quand même les remonter un peu plus sur la page. La deuxième, c'était toujours dans la même optique, c'était d'ajouter des bénéfices immédiats dans la section du dessus. Et la troisième, c'était de faire en sorte que l'utilisateur scrolle un peu plus. Et pour ça, on a mis des éléments qui invitaient l'utilisateur à aller voir plus bas sur la page pour récolter plus d'informations détaillées. On a couvert deux piliers qui sont très souvent mentionnés dans les audits SEO, mais on a vraiment trois autres piliers qui sont hyper cruciaux et qui permettent d'être super complets et d'avoir une analyse super intelligente. Le point suivant, c'est les études d'utilisabilité et le Voice of Customers. J'en ai déjà un peu parlé de ça. Ce sont les avis clients, en fait tout ce qui est retour client de votre service après-vente, les objections commerciales, ou alors vous pouvez même envoyer des questionnaires à vos clients et prendre un peu de feedback. Donc tout ce qui est feedback client. Pour moi, ça c'est un peu sous-estimé. Je vais vous en montrer la puissance avec un exemple super concret. Pour remettre un peu de contexte, on avait ici un client qui vendait un produit à étiquette avec une installation. La première composante, le produit qui coûte cher, et la composante à côté, l'installation. En analysant les retours clients, on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que les clients faisaient beaucoup de retours sur l'installation, mais ils faisaient en fait très peu de retours sur les produits en eux-mêmes. Et le souci, c'est que dans le parcours d'achat, on mettait très en avant à quel point les produits ils étaient géniaux, mais on parlait très peu de nos installateurs. Et donc là, on avait donc un décalage entre ce que l'utilisateur voulait entendre, ce qu'il cherchait, et ce qu'on mettait directement sur la page. On parlait très peu en fait du côté installation, à quel point l'installation était bien faite, à quel point l'installation était propre, à quel point elle était rapide, etc. Ça montre vraiment la puissance en fait du retour client, et il peut être déguisé ici dans des reviews. Et pour résoudre ça, il y avait un peu deux solutions, pas alternatives, mais deux solutions qui se complètent. La première, c'était d'avoir des landing pages qui mettaient en avant la qualité du produit quand on avait un angle produit très fort. Et puis en fait, on a pu partir d'un angle un peu plus installation beaucoup plus fort, où on a gardé ces reviews qui parlaient de l'installation, mais sur la landing page, on a mis aussi en avant l'axe installation beaucoup plus fort. Quatrième pilier, l'analyse concurrentielle. L'analyse concurrentielle, c'est pas copier, loin de là. En fait, c'est de comprendre ce que fait la concurrence, de prendre un peu des raccourcis parce que vos concurrents, ils ont certainement aussi investi dans l'optimisation de leur site. Et donc, vous pouvez aller voir ce qui fonctionne un peu pour eux pour reprendre un peu les points forts. Un autre point avec la concurrence, c'est que les utilisateurs, ils viennent déjà avec des attentes qui sont déjà formées. Et donc, ça sert à rien de faire un site qui va contre les attentes parce que vous allez vous tirer un peu une balle dans le pied. Donc, ce qui est un peu acquis par les utilisateurs, ce qui est attendu par les utilisateurs, c'est important que ça soit aussi sur votre site. Et donc, pour ça, c'est intéressant d'aller voir la concurrence. J'ai pas besoin d'en dire, je pense, beaucoup plus pour vous expliquer une analyse concurrentielle, mais je vais vous montrer des exemples de ce qu'on peut tirer sur une analyse. Et pour cet exemple, on s'est rendu compte en faisant une analyse comparative de ce que faisait la compétition que notre cross-sell pour notre client était un peu sous-utilisé, sous-exploité, et on pouvait vraiment retravailler ça. En fait, notre client, il avait déjà une zone de cross-sell, sauf que par rapport à la concurrence, ça a été vachement moins mis en avant. On a fait une recommandation ici au client qui était de ajouter plus de cross-sell contextuel et de le rendre visible avant le scroll. Et ça, le point d'avant le scroll, c'était super important parce que notre client faisait déjà des bons cross-sell, mais en fait, ils n'étaient pas visibles par tous les utilisateurs et donc on perdait facilement en performance. Et dernier grand pilier d'un audit CRO, c'est l'analyse heuristique, l'évaluation heuristique. Ça, c'est ce qui peut être attribué un peu à la magie noire dans un audit. Bien sûr, je plaisante, c'est pas de la magie noire.
c'est un peu la revue de la personne qui fait l'audit, de mettre un peu son opinion, son retour d'expérience dans l'audit. Et donc ça, il faut faire hyper attention parce qu'on peut faire une analyse assez biaisée par rapport à nos expériences passées. Et pour ça, il faut mettre un peu de contexte, mettre un peu de cadre pour éviter de tirer les mauvaises conclusions. L'analyse heuristique, c'est deux choses. C'est vraiment l'analyse expérience utilisateur d'un côté pour moi, et la deuxième partie, le côté copywriting. C'est vraiment un pilier difficile à standardiser parce qu'il va reposer sur l'expérience. Donc là, je pourrais vous donner pas mal de feedback, vous donner des recommandations, mais ça va être compliqué pour vous de prendre cette compétence et de faire vous-même ses propres analyses, parce que vous avez besoin de faire des analyses vous-même pour comprendre et vraiment capter ces nuances-là qu'on peut faire dans une analyse heuristique. Concrètement, l'analyse heuristique, ça donne quoi? Je vais vous montrer un exemple. Ici, je vous ai analysé une section héros d'une page d'accueil et j'ai revu sa proposition de valeur. En analysant cette page, j'ai pu voir que la proposition de valeur sur le site, elle n'était pas hyper claire ou alors elle n'était même pas exprimée. Et ça se fait très fortement sur l'entrée du site, sur la section héros, sur la page d'accueil. Et on avait aussi un manque de visibilité sur les points d'entrée vers les univers clés. Ce qu'on a fait pour améliorer ça, c'était que premièrement, il y avait vraiment un aspect de mettre l'offre en avant pour le client, et ça, on n'a pas voulu la retirer et continuer à la mettre sur la section du héros. Mais on a aussi mis en avant la proposition de valeur et on a ouvert les différents univers produits que la marque proposait. On a donc vu les 5 piliers là pour faire un audit CRO, mais c'est pas tout. Je pense qu'il y a un peu plus à savoir pour vraiment faire des bons audits. Parce qu'en plus de cette méthodologie, je pense qu'il faut savoir bien l'utiliser pour que les conclusions qu'on en sort, on puisse vraiment les matérialiser vers des changements concrets sur un site internet. Et pour ça, j'ai 2 petits frameworks pour vraiment maximiser les résultats. Le premier, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu à l'œuvre via les exemples que je vous ai donnés. C'est le fait de structurer chaque insight en 3 choses: problème, impact, recommandation. Donc pour chaque élément que vous allez identifier, c'est de prendre le problème. C'est quoi le problème, qu'est-ce que je suis en train de voir. Ensuite, c'est de voir qu'est-ce qu'engendre ce problème, c'est quoi les impacts négatifs qu'on peut avoir. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à dresser des recommandations. Et donc à la fin, pour mettre les choses en pratique, on prend juste la recommandation. Mais on a tout ce framework qui fait que je ne pars pas simplement du problème, mais je vois aussi déjà un début de solution. Et ça permet selon moi de faire des audits qui sont super actionnables et de pas juste avoir un rapport inutile. Maintenant, il y a aussi un deuxième truc hyper important pour les audits, c'est le fait de les prioriser. Parce que si vous faites une bonne analyse, vous allez avoir beaucoup de recommandations. Nous, on a parfois des audits où on peut avoir entre 50 et 100 recommandations. Et bien sûr, jour 0, vous ne pouvez pas mettre 100 changements en place sur le site, c'est beaucoup trop. Surtout qu'il va y avoir des changements qui vont avoir très peu d'impact. Il y a des changements pour lesquels on ne va pas être super confiant, et puis on va avoir des changements qui vont prendre beaucoup d'efforts. Et donc pour ça, on a une méthode pour prioriser qui est le framework ICE, donc impact, confiance, effort, et ça vous donne la priorité. Je vais vous montrer un fichier Notion avec un rapport, comme ça vous allez pouvoir voir comment on met tout en œuvre pour le résultat final. Voici donc le résultat final d'un audit avec donc un tableau avec plusieurs éléments. Tout premièrement, les recommandations. Ensuite, un élément dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'on peut avoir 2 types de recommandations. On a les recommandations pour lesquelles on est très certain qu'il va y avoir une différence positive et donc il faut juste les implémenter. Et puis on peut avoir des recommandations sur lesquelles le taux de confiance va être plus bas et donc là il faut réaliser un A/B test pour être sûr qu'on va chercher plus de résultats. Il faut savoir que sur du long terme, les A/B tests, ça a beaucoup plus de valeur que les implémentations directes parce qu'on peut encore une fois récolter plus de données et affiner le site pour vraiment maximiser les résultats. Ce que vous avez vu, c'est exactement le type de rapport qu'on fait pour nos clients pour créer une base saine qui est mesurée et actionnable, et c'est donc ce qu'on fait avant toute roadmap d'A/B testing ou n'importe quel projet avec nos clients. Maintenant, si vous souhaitez que je fasse une première analyse de votre site et que j'identifie les différents leviers pour la conversion, je vous laisse un lien dans la description.